Chers amis, amis de Congo Culture, nous voici encore une fois de plus. Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a donné encore le souffle de vie. Et là, nous sommes à la porte de la Villette, alors sur Paris. Et nous sommes venus pour faire quelque chose que je vous ai promis. Et voilà, chose promise, chose due, comme on le dit. Hein. Donc voilà, nous sommes au salon de la photo. Alors, salon de la photo, on est là. Avançons, on va voir, on va y entrer et on verra ce qui va suivre. Allez, big up à tout le monde, on est ensemble. Congo Nabiso, Congo Culture. Voilà, très chers amis, nous venons d'entrer, nous venons de passer la sécurité, donc voilà. Donc on a ça, voilà. Et on a le plan. Alors on va voir ce qui se passe là. On va voir. Voilà, plein de photographes, plein de trucs. Voilà. On a la régie qui est là. Voilà. Plein du monde. Ouais. Et on va voir. Ah oui. La caméra. Voilà. Une photoball, on a peut-être 20 de ratés avant, qui va être trop clair. Allez. On a mis un tout de retrait. Et les compteurs. Vraiment tâtonner pour avoir le bon. Et comment ils font pour qu'on ne le voit pas sur le miroir parce que... Ça c'est juste le miroir, je pense. Hein. Et là voilà. C'est un miroir qui est teinté sur une seule face. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on ne voit pas sur la caméra passe derrière et ça c'est le retour de ce que filme la caméra. D'accord. Et on ne voit pas le texte qui défile en reflet. D'accord. Et c'est des miroirs spéciaux? Oui, c'est des miroirs spéciaux, oui. D'accord. Congo Nabiso, Congo Culture. Congo Culture. Na Bantubu ebeta bilia malamu. Bantubu ebeta bantu basepelaka na bisote otono. On a tout type de commandes, de faire à la fois du sport, du photoreportage, en air, de la vidéo, on peut vraiment faire de tout. Delta One, c'est vraiment le boîtier. Quand on fait des photos variées, on n'a pas vraiment une spécialité propre. Et vous pouvez sur différents terrains d'action, du reportage. Avec bienveillance. Et donc, je place la lumière ici. D'accord? Vous allez dire, putain, elle est à peu près, hein? Ouais. Mais la lumière, plus elle est proche du modèle, plus elle est douce. Retenez bien ça. C'est pas des fariboles. Hop là. Là, je me dis que je peux démarrer un truc. Voilà. En plus, il y a le chapeau, il y a la visière, il y a les lunettes. Ça empile bien les emmerdes. Hein. On n'y est pas, on les garde pour l'instant. Keep cool. Alors, comme il y a la télévision, enfin la télévision, l'écran, pardon. Je vais shooter en horizontal, je vais pas shooter en vertical, sinon vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, je vais faire un portrait de Daniel en horizontal. J'utilise un 85 1.2S, n'est-ce pas, de chez Nikon. Une optique que je vous recommande pour son bokeh et que je vais avoir le plaisir de vous montrer tout de suite. Donc, là, on n'y est pas, Daniel, on n'y est pas, j'explique aux gens tout ce que je fais. Je vais me mettre en sensibilité 64 ISO, vous êtes d'accord? Ok. Il m'a sorti la visualisation normale pour qu'on voit l'écran. Je vous dis, hein, il m'a pas dit le truc.
64 ISO, donc pourquoi je me mets à 64 ISO? Je vous laisse réfléchir. Là, je vois Daniel, je me dis c'est pas mal. Ah, je vais le mettre à 2.8. 64 ISO, 2.8. Dites, lui, il est un peu chiffonné dans sa tête. Vous me suivez ou pas? Alors, on y va. Et puis, voilà, pour avoir du bokeh. Là, j'ai affaire à des gens qui suivent. Donc 2.8, faible profondeur de champ, je vais être net sur Daniel et flou derrière. Et puis bah, je vais me mettre au 200e. Daniel, maintenant je veux bien que tu me regardes. Tu rehausses tes lunettes comme ça. Non, non, comme ça tu les rehausses bien. Voilà, bien. Et tu regardes l'objectif. Pas mal. Ok. C'est la première. Un peu fort le flash, hein. Un peu fort, ça manque de délicatesse sur notre Daniel. Par contre, Daniel, beau regard, une belle profondeur. Parce que c'est un peu moche. Et donc voilà, donc là je l'ai, Daniel. Ouais, toujours. Ah bah ouais, vu le regard que t'as, je veux te dire, c'est pas mal du tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé mon flash d'un diaph. Ok, donc là, ça me convient mieux en lumière, ça me convient. Congo na biso, Congo culture. Vini ya malamu, maboko ya Dubaï. Dubaï na biso, Congo culture. Na bantu. Alors, très chers amis, je récapitule. On est au salon de la photo, donc au parc de la Villette sur Paris. Donc voilà, il y a des spécialistes en photo, des appareils ultra sophistiqués, si je peux le dire. Voilà, vous voyez, voilà les essais qui se font. Donc voilà, on est là et on est chez Canon, hein. Vous savez, nous on est entre guillemets spécialiste de Canon, donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, il y a des prospectus et pour faire bien le travail. Donc voilà, vous voyez, Congo Culture, hein, nulle part ailleurs. Voilà, on est sur Paris, je répète. Voilà, et il y a des colloques, il y a des ateliers, il y a des formations, voilà, pour la photo, hein, et la vidéo aussi. Vous voyez. Voilà, à l'arrache comme ça, hein. Voilà, donc voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, et moi aussi, donc Justice Binga, j'étais de la part. Donc voilà, très intéressant, donc il y a des appareils photo, des nouvelles générations et tout ça, voilà, on peut venir. C'est au parc de la Villette, ça prend enfin les 8, donc, du 5 au 8 octobre 2023 bien sûr. Cette année où nous sommes, hein, c'était vivant. Ça n'est passé sur Paris. La viande qui est déchargée des pirogues, il y a à peu près 6 millions de tonnes de viande qui sont extraites du bassin du Congo chaque année. Donc c'est un vrai problème pour l'Afrique centrale et pour la biodiversité. Si on voit cette dame qui a coulé sur un crocodile, il y a de la viande de crocodile et de varan à vendre. Donc ça, c'est les marchés de République démocratique du Congo. Bien évidemment, on n'est pas là pour juger. Ces gens, les populations d'Afrique centrale ont toujours chassé. Donc pour manger un singe, une antilope. Aujourd'hui, depuis les années 70-80, on chasse pour vendre. Donc on ne prend pas un singe, on en prend 10 et on va les vendre au marché. C'est la capitalisation. Merci, voilà. Et le marché qui s'est ouvert et la demande qui est de plus en plus forte. Et c'est ça le problème, et c'est dur de lutter contre ça. Alors tu fais ces photos-là pour sensibiliser le grand public sur la biodiversité, la conservation de la faune. Est-ce que tu essayes de sensibiliser la population locale? Ça c'est un autre sujet et c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'à ta façon tu essaies de leur montrer les photos, tu leur expliques, ou tu dis c'est un autre sujet et c'est trop compliqué pour moi? C'est toujours délicat parce que le photographe blanc qui débarque pour dire aux gens, ouais, ça c'est pas bien, c'est une posture difficile. Donc, moi par exemple, on parlait des serpents, je suis spécialiste des serpents, je les adore. Les gens là-bas mangent des serpents. Je vais pas venir leur dire, ah c'est pas bien, faut pas manger des serpents, ils en mangent depuis toujours.
En revanche, ce que je fais, c'est que je documente le travail des ONG, comme WWF, WCS, qui eux font de la sensibilisation dans les communautés, on va en parler tout à l'heure, pour essayer d'expliquer que la chasse, elle peut exister, mais il faut qu'elle soit durable. Il faut que ça soit une chasse qui n'ait pas d'impact sur les populations de vie sauvage, et on en parlera. Ici, on a le trafic de perroquets. Le perroquet gris du Gabon, c'est l'animal, l'oiseau, pardon, l'un des plus intelligents du monde. C'est le perroquet le plus bavard. C'est celui qui parle le mieux et le plus vite, qui apprend le plus vite, donc il est très populaire en captivité. Là, toujours sur les marchés, on a un python, la viande très appréciée. Le python, c'est des gros serpents qui font jusqu'à 6 mètres. C'est très, très populaire. Des varans, des crocodiles. Les crocodiles, là-bas, c'est des crocodiles nains. Ils sont assez petits, faciles à attraper, viande populaire. Et ça, c'est un impact, tout ça, c'est un impact énorme sur la vie sauvage. On a plusieurs singes entassés. Travailler en Afrique centrale, c'est aussi documenter ça. Là, tout ça, c'est de la viande de brousse. Et là, pour mieux comprendre tout ça, j'ai décidé de partir avec des chasseurs. Donc en 2016, pour l'agence de presse Reuters, je suis parti une semaine avec des chasseurs en forêt pour comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ils font ça. Donc on est parti à 6 heures de pirogue de la ville de Mbandaka et on a vécu pendant une semaine dans leur camp de chasse en forêt et pour voir ce qu'ils faisaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces gens, pour les chasseurs, la chasse c'est le seul moyen non seulement de mettre de la nourriture dans l'assiette, mais en plus de ça, de vendre et de se faire de l'argent. Mohamed, celui qui bagaille au fond, il est agent de l'État, il travaille pour l'État, mais il gagne 70 € par mois. C'est pas suffisant, il a 7 ou 8 personnes dans sa famille, c'est pas suffisant, il va chasser. Les braconniers, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire, mais ça veut dire qu'il faut énormément de sensibilisation et il faut comprendre. Là, on marchait en forêt plusieurs jours donc pour chercher les animaux. Ils ont fini par avoir un singe qui transporte sur son épaule. Et là, c'est le camp. C'est le camp de pêche et de chasse dans lequel Mohamed, que vous voyez là, avec les feuilles qu'il va mettre sur le toit de la cabane au fond pour mettre des feuilles plus fraîches. Là, c'est le campement en forêt. Et là, c'est le jour du départ. Et donc, on transporte, vous voyez, le singe avec le bébé. Malheureusement, on tue la mère et on garde le bébé parce que le bébé, il peut se vendre vivant sur les marchés. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Donc, on repart pour 6 heures de pirogue. Sadat a vu un héron au passage. Donc là, il tire sur un héron, mais il ne l'a pas eu. Et là, il y a Mohamed qui a coupé le singe en deux, il garde la moitié pour sa famille et il vend la deuxième moitié en chemin, il propose aux pirogues. Donc le marché de viande de brousse, c'est ça, c'est difficile de lutter contre ça. Surtout, on est dans des zones isolées. Qui va à 6 heures de pirogue? La police, elle ne va pas à 6 heures de pirogue, la police, elle a d'autres choses à faire. Et il y a beaucoup de corruption aussi, ce qui n'arrange rien. Alors là, je vous montre les gardes forestiers, les éco-gardes qui luttent contre les braconniers. Dans le parc national de la Salonga, plus grand parc national de forêt tropicale en Afrique. Et lutter contre les braconniers, c'est difficile. Il faut de l'argent. Et les ONG de conservation de la nature, elles ont des bailleurs comme l'Union européenne, comme plusieurs gouvernements européens, qui financent pour équiper les gardes-parcs. Ce qui est délicat parce que quand on a de l'argent de l'Union européenne, comment on justifie qu'on l'utilise pour acheter des kalachnikovs et pour acheter du matériel qui va servir peut-être à tirer sur des gens, même si c'est des braconniers, peut-être à tuer des gens. Donc c'est armer les gardes forestiers, c'est délicat. Il faut beaucoup de formation. Et en Afrique centrale, au cas où vous ne savez pas, il y a beaucoup d'anciens militaires français qui forment les gardes forestiers d'Afrique centrale, anciens des forces spéciales aussi. Là, on part en patrouille dans le nord du Congo-Brazzaville, ici en République centrafricaine. Je passe un peu vite parce que je veux vous parler de la suite. Ici, dans l'ouest, dans la réserve du lac Télé, on repartait pour relâcher des crocodiles qui avaient été confisqués à des braconniers. Donc on partait au milieu de la réserve pour relâcher les crocodiles. Voilà un crocodile nain, vous voyez un crocodile nain, c'est assez petit. Et donc voilà le relâcher. Ici en République centrafricaine, les saisies qu'on fait aux braconniers. Une peau de léopard, vous voyez les pièges en métal juste ici, qui sont utilisés par les braconniers aussi. Une carcasse d'éléphant.
des défenses d'éléphants, un jour de procès. Il y a des braconniers qui avaient été arrêtés, on est en République centrafricaine, et là on prépare le butin de tous les braconniers avec leurs armes, et ils vont être jugés. Et le plus gros problème, c'est d'arrêter les braconniers, de les trouver, mais après ça, le plus dur, c'est de faire appliquer les peines. Parce que le braconnier, il paye le juge, il paye qui il veut. 2 mois après, il est ressorti de prison, il est en forêt à tuer des éléphants. Donc c'est très compliqué, le maintien de l'ordre et de la loi est extrêmement compliqué dans des zones comme ça, malheureusement. Et là, des braconniers qui ont été arrêtés par les gardes-parcs, on était en forêt, on est tombé sur eux. Et ils ont tous des sacs à dos faits de lianes avec de la viande de brousse fumée. Vous voyez le sac à dos avec la viande. Donc la vie sauvage en Afrique centrale est menacée et c'est compliqué. Et là on parlait de sensibilisation. Si on a un travailleur de WCS au Congo qui passe dans les classes des petits villages, des communautés, pour apprendre aux enfants quelles sont les espèces qu'on trouve dans leurs réserves et lesquelles sont protégées et auxquelles il ne faut pas toucher. C'est bien évidemment la logique de se dire qu'en enseignant aux plus jeunes, c'est les générations futures qui seront plus conscientes de ce problème-là. Et bien évidemment, les enfants adoptent toujours les animaux. Ce genre d'initiative, ça fonctionne toujours bien. Je vais faire le dernier chapitre, si on a le temps. C'est la dernière photo, je crois. Qu'est-ce que tu veux de ce dossier-là. On a un dernier dossier. Juste pour vous parler rapidement, je ne sais pas si on peut passer au dossier suivant. Ils peuvent nous mettre le dossier suivant. Les pygmées ont été historiquement exclus de la conservation de la nature. Les ONG internationales sont arrivées en Afrique et ils ont dit, ici, ça sera un parc national. Les gens, vous partez. Sauf que ces gens-là, ils vivaient là depuis des siècles et des siècles. C'est les autochtones. Et donc maintenant, il y a eu beaucoup de bad buzz autour de ça, autour des organisations de défense de l'environnement qui défendent les éléphants, les gorilles et qui s'en fichent des communautés locales. Donc maintenant, pour réparer ça, les ONG incluent les indigènes dans leurs initiatives de protection de la forêt. Et les indigènes, ils savent chasser sans impacter la vie sauvage. Ici, on part en chasse traditionnelle au filet avec une communauté de pygmées Mbouti dans l'est de la RDC. Et cette chasse-là n'a pas d'impact et elle est autorisée puisque traditionnelle. Vous allez voir, ils transportent les filets sur la tête, ils étendent les filets comme ça sur une vingtaine de mètres sur le sol de la forêt. Les hommes font ça, les femmes vont à une centaine de mètres avec des bâtons, des bouts de bois en feu et elles progressent jusqu'au filet. Merci beaucoup. Jusqu'au filet, il me reste un peu. Elles progressent jusqu'au filet en faisant de grands cris et avec leurs bâtons en feu, et tous les animaux qui sont entre les dames et le filet fuient vers le filet et ils se font prendre dans le filet. Ça, c'est une chasse traditionnelle et ce jour-là, on a eu de la chance. On a eu une petite antilope et ça, c'est de la chasse traditionnelle. C'est de la chasse, j'ai envie de dire, naturelle. Elle n'a pas d'impact. Quand on tue une antilope par semaine, ça n'a aucun impact sur la population d'antilopes. Donc ça, c'est encouragé. Et maintenant, c'est ce que je vais voir la semaine prochaine. Après le reportage pour Géo, je fais un reportage pour Le Monde sur ce dont je suis en train de vous parler, l'inclusion des communautés indigènes dans la protection de l'environnement. Et maintenant, les communautés indigènes prennent même des touristes pour leur montrer la chasse traditionnelle, pour leur montrer comment les danses traditionnelles, comment on fait les maisons traditionnellement, etc. Donc il y a vraiment une démarche d'inclure les peuples autochtones pour qu'eux aussi bénéficient de cette conservation de la nature qui brasse tellement de millions et qui pourtant a rarement des retombées. Donc le but, c'est de changer ça. Et là, on voit la petite Zoya qui transporte l'antilope, qui sera cuisinée plus tard. Et comme je disais, là, c'est les pisteurs pour aller voir les gorilles. Donc en forêt, on a des pisteurs qui sont tous des autochtones et qui participent même, et c'est là qu'il y a aussi un changement, qui participent à la science. Maintenant, il y a des pygmées qui deviennent assistants de recherche, ce qui est absolument énorme. C'est des gens qui viennent d'une communauté où on ne sait pas lire, où on ne sait pas écrire, et qui participent maintenant à l'étude des gorilles, à filmer le comportement des gorilles, à prendre des notes. Donc il y a un vrai changement positif dans l'inclusion des communautés indigènes. Là, on les voit en train d'observer les gorilles, et tout ça. Et pour finir, ça,
certaines ONG comme WWF ici payent les frais scolaires de certaines communautés indigènes pour qu'ils aillent à l'école, sinon ils n'ont pas les moyens. Donc ici on a une jeune qui est indigène, qui est pygmée, Bayaka, qui va à l'école grâce au fonds de WWF. Et voilà pourquoi c'est important de continuer à protéger le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On a 5 minutes pour lui poser des questions. C'est le premier. Ah, si, on a des questions, super. Bonjour. Bonjour. Ouais, je m'appelle Justice Binga, donc je viens du Congo aussi. Ma question merci. Ma question était pourquoi vous vous êtes intéressé que sur le Congo? Parce qu'il y a l'Amazonie, il y a... Voilà, juste pour ça. Merci beaucoup pour la question. Parce que j'ai été complètement par hasard. J'ai été envoyé en RDC à Kinshasa par la chaîne d'information France 24. À l'époque, je travaillais pour France 24. Il fallait un correspondant sur place. Donc, je me suis installé à Kinshasa et je suis tombé amoureux du Congo, bien sûr, et de la faune. Et puis, c'est une faune, c'est une région dont on parle peu. Tu me parles d'Amazonie, on en parle beaucoup de l'Amazonie. Le bassin du Congo, beaucoup moins. Et après avoir vécu 5 ans au Congo, d'ailleurs, je suis allé vivre au Pérou, en Amazonie, pendant 2 ans. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'y a pas la mégafaune en Amazonie, il n'y a pas cette mégafaune qui est là, qui est facile à observer, qui est... Et bon, je crois que moi j'ai été touché par le Congo, donc ça sera éternellement maintenant. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci. Et une autre question. Encore 2-3 minutes, donc tu es parti là-bas pour un travail et finalement ça t'a tellement plu, tu y es resté. Voilà, c'est ça. Exactement. Dans un quart d'heure, je reçois Franck Seguin, un photographe sportif et bien sûr rédacteur en chef du groupe L'équipe. Ça se passe dans 15 minutes. Merci beaucoup à vous. Donc voilà, vous avez suivi Thomas. Nicolas, c'est le reporter de France 24 et aussi voilà, France 24 et aussi bon, pas pour faire la pub. Donc vous avez vu, c'était énorme, c'était vraiment énorme, c'est grandiose. Regardez-moi tous ces appareils, regardez-moi tous ces marques. Donc vraiment, il y a du tout. Il y a du tout, il y a du tout, il y a du tout, il y a plein de trucs, il y a plein de choses. Alors que moi je vous invite vraiment à passer voir et voilà. Ça a été un plaisir pour moi de participer à ce salon de la photographie. Allez, de bonnes choses à vous, Congo Culture. Allez, on va prendre la transition, la pub et on est toujours ensemble. Soit métro 4, au Kitina Gare dans Château Rouge, à la droite. Avenue Christine, numéro 3. Et pas maman Nicole Malonga, Awatoza. Oui, il y a un côté sur le bien, c'est vrai, on va sur le terrain, comment le Château Rouge. Maman Nicole, oui. Bonne. Bah pour de moi à peine d'aller à nous mais non va kia parce que nous sommes pas productés. Là il y a la mélange maman au mundele. Bah tout nous sommes pas ça va poser dans hydroquinone tout comme ça na ina nga non mais la comprimé na nga o ezala mabilo mo eza bio. Oh, fais. Oh, combien? Mané combien? Ah, facile. Regarde mais là bien moi. C'est bon. Parce qu'on a avocat, matière d'avocat. Oh, mais on a mêlé quoi ta. Mundele ma déchu. Il y a 5 peu plus yo pour ce comme boulot. C'est vrai? Ah, pour la force, quoi? Il y a un mot. Oh! Mais quand on monte, tout ça force. Tout ça force. Nous avons un café. Pour café? Tout ça force. Il y a un café où ils ont épais sa force. Hémorroïdes, la création précoce, faiblesse sexuelle, ils ont somme. Café. Oh, ils ont la pompe. Oui, la pompe. Sprite. So, Sprite. Mbalamoko. Mbalamoko. Oh, il y a bio. L'agitation na collagène na nzoto zo peso sezo rajeuni. Tu peux pas y bobo webu ndengeni. Nzela minu na ngande makambo. Mutuka yebi awatoza so betika na internet awatoza. Mbala mo elongo na YouTube omonanga. Partout dans le monde entier. Atoza wapi. Maman Nicole atinda ba projet na poste atinda partout. Ngo tinda mbongo. Dès maman Nicole poser ba question na yo. Ilo ona ba sala ba routine na rapidité pour recevoir mon temps. Na assurance. Organisé. Voilà, organisé. Chez maman Nicole Malonga. Awatoza.
ça y est pour aujourd'hui, on a fini. Nous étions au salon de la photographie, hein, on va dire ça comme ça. Sur Paris, je rappelle, porte de la Villette. Donc voilà, Congo Culture. Vous avez suivi mon ami. Vous avez suivi mon ami qui a parlé du Congo aussi, des reportages du Congo, tout ça. Donc c'est très bien et c'était très émouvant. Donc lui c'est un reporter de France 24, tout ça. Et pour ne pas faire de la pub, hein, vous savez, sur d'autres chaînes. Donc voilà, c'était là votre humble serviteur Justice Binga pour le compte de l'émission Congo Culture. Et si Dieu nous prête vie, et, ben, nous allons faire d'autres émissions, hein, comme d'hab, voilà. Donc salon de la photo, ça n'est fini pour aujourd'hui et voilà, merci. Congo na biso